Juillet 2026. Le Médoc brûle. En moins de 3 jours, 42 000 hectares de forêt partent en fumée. Le deuxième incendie de cette ampleur en moins de 3 ans. Les Canadaires tournent en rond au-dessus des villages du Porge, de Somos et de Lège-Cap-Ferret, et 220 000 personnes sont évacuées dans la zone entière. Mais comment en est-on arrivé là ? Est-ce la faute de cette sécheresse persistante du printemps, où il n'a pas plu depuis le mois de mai en Gironde ? Du manque de prise en considération des leçons des incendies de 2022, où déjà 20 000 hectares étaient partis en fumée de l'autre côté du bassin au pied de la dune du Pilat, ou de la nature même de la forêt médocaine, constituée à 80% de résineux au potentiel inflammable évident. Je suis bien incapable de répondre à cette question. Et les raisons qui ont mené à cette situation résident évidemment dans une multitude de facteurs, à la fois environnementaux, culturels et socio-économiques. Alors loin d'essayer de me faire donneur de leçons, ce que je laisse volontiers à d'autres experts, je vous propose simplement de revenir sur l'histoire de ce territoire extraordinaire, ou comment la Nouvelle-Aquitaine s'est dotée de la première forêt industrielle d'Europe, qui s'étend sur près de 1,5 million d'hectares, répartis entre la Gironde et les Landes. Car oui, les Landes, comme son nom l'indique, ce sont surtout, avant le XVIIIe siècle, de grands espaces ouverts, faiblement peuplés, faits de pâturages, de zones humides, de sable, et de petites forêts de feuillus et de résineux. Elles sont régulièrement balayées par la progression des cordons dunaires, et sans végétation fixante, ces dernières progressent alors à des vitesses vertigineuses, plusieurs dizaines de mètres par an, avec pour conséquence l'ensevelissement de villages entiers, comme celui de Soulac ou de Mimizan à la fin du Moyen-Âge. Quelques espèces endémiques de pins étaient bien présentes, mais formaient des forêts éparses. Les Landes étaient avant tout humides, sablonneuses et pastorales, bien différentes d'aujourd'hui. L'usage du pin, lui, a une histoire ancienne, qui remonte à l'Antiquité, pendant laquelle on utilisait sa résine pour fabriquer la poix navale, celle qui calfeutrait les coques des navires. Puis, au Moyen-Âge, la résine enflammée des torches éclairait souvent les nuits médiévales. C'est à partir du XIXe siècle qu'apparaît la volonté de commencer à transformer ce qu'on nomme alors le Sahara aquitain. Plusieurs expériences y sont menées, dont la plus folle d'entre elles est peut-être la tentative d'acclimatation de dromadaires autour du bassin d'Arcachon entre 1803 et 1865. Bête de somme, puis attraction pour touristes bordelais fortunés, les débouchés sont maigres, et les dromadaires sont finalement vaincus par la tuberculose, le froid et l'humidité. L'expérience s'arrête, au bout de 40 années tout de même. En 1867, une loi est votée pour entériner la nécessité d'assainir ces terres marécageuses et improductives. Il faut les transformer, les mettre en valeur, les rendre rentables. Et derrière cette loi, il y a un homme, Jules Chambrelan, un ingénieur des ponts et chaussées, qui achète 500 hectares et y plante une première parcelle de pin maritime de façon scientifique. Il teste, il draine, il plante à nouveau. Et ça marche. Trop bien même. En 6 ans, 20 000 hectares sont mis en culture. Et puis ça continue. Encore et encore. Jusqu'à atteindre 1 million d'hectares, couvrant toute la région jusqu'à Mont-de-Marsan. Chambrelan a créé la plus grande forêt artificielle d'Europe de l'Ouest. Avec du pin. Rien que du pin. Et pourquoi le pin maritime ? Parce qu'en cette époque de révolution industrielle, il s'agit d'une ressource essentielle. Charpente, traverse de chemin de fer, étayage des mines de charbon anglais, dont les Bordelais sont restés historiquement proches, l'exploitation est facile et l'espèce se plaît dans ces conditions sablonneuses, chaudes et humides. Puis, au début du XXe siècle, la chimie, discipline jusque-là balbutiante, commence à percevoir les usages de sa sève. Distillée chimiquement, elle procure de l'essence de térébenthine et de la colophane, aussi nommée arcanson, en référence à la ville d'Arcachon. Ces dernières sont utilisées de plus en plus massivement dans l'industrie, peinture navale, colle, parfum, jusqu'à même être utilisées comme carburant de fusée dans les années 60. La plantation s'accélère donc à la fin du XIXe siècle, par centaines de milliers d'hectares. Le pin maritime remplace tout, feuillus, landes, zones humides, tout disparaît. À la place, des rangées de pins qui montent droit vers le ciel brûlant d'Aquitaine. Les éleveurs landais, eux, regardent leurs paysages ancestraux disparaître devant l'avancée inexorable de la forêt. Juchés sur leurs échasses,
Ils surveillent tout autant leurs troupeaux que ces néo-industriels lancés dans leur entreprise d'exploitation effrénée. Leurs terres, souvent gérées de façon collective par les communes, sont accaparées par les grands propriétaires bordelais à coups de manœuvres politiques et leurs moyens de subsistance finissent par disparaître corps et biens. Des conflits apparaissent, ainsi que les premiers incendies volontaires en 1868 puis en 1869, où 30 000 hectares de jeunes forêts brûlent lors d'affrontements entre bergers et exploitants. Mais la tendance est lancée, inarrêtable, et l'exploitation du pin finit par phagocyter toutes les autres activités. Au milieu du XXe siècle, la forêt est devenue une machine industrielle. Les pins poussent en ligne et la production de résine coule à flot. Les gémeurs, ces hommes et ces femmes qui font l'entaille dans l'écorce pour faire couler la résine, ont remplacé les éleveurs et se comptent maintenant en dizaines de milliers, jusqu'à 30 000 entre les deux guerres. Des enfants, des femmes, des hommes, toute la famille travaille à la forêt. C'est un métier, une tradition, une économie. Et puis vient le temps des incendies. En 1949, asséché par 3 étés de sécheresse consécutifs, le massif landais s'enflamme au mois d'août. Alimenté par le mauvais état du massif forestier consécutif à la Seconde Guerre mondiale, les coups de feu sont embroussaillés, les moyens de lutte contre les incendies réduits à néant, 50 000 hectares partent en fumée aux portes de Bordeaux, faisant 82 victimes. Il s'agit de l'incendie forestier le plus meurtrier qu'ait connu la France dans son histoire moderne. Puis, en 2022, 20 000 hectares partent à nouveau en fumée, mettant en évidence pour la première fois la faillite des stratégies de prévention et de lutte au regard de la nouvelle donne climatique, pourtant annoncée et documentée depuis des décennies dans tous les rapports d'experts, et notamment ceux du GIEC. Nous sommes en juillet 2026 et la forêt brûle à nouveau. La question des limites de ce modèle d'exploitation productiviste se pose nécessairement. Car si, pendant plus d'un siècle, les Landes ont été l'usine à résine du monde, cette industrie a aujourd'hui périclité puis totalement cessé au début des années 90. Vaincue par la concurrence des solvants de synthèse et la mondialisation de la production, la résine de pin ne se produit plus dans les Landes. Alors, pour ne pas oublier notre histoire, sous peine d'être condamné à la revivre chaque été, et pour apporter une contribution à ce débat brûlant qu'est la recherche de solutions collectives, il me semblait important de travailler à la transmission de cette histoire extraordinaire du Médoc, et de l'héritage de ses activités pastorales et industrielles. Et celui qui le fait certainement le mieux, c'est Jean-Claude. Courant mai, donc 2 mois avant les incendies, je m'étais rendu au cœur du Médoc, au Porges, et j'y avais rencontré Jean-Claude, un ancien gémeur, un récoltant de sève, pour déjà discuter de cet héritage patrimonial. Il m'avait présenté son travail, intimement lié à la façon dont les hommes avaient façonné son territoire depuis M. Chambrelan en 1857. Et nous avions exploré ensemble les différentes nuances de cette activité, sans savoir qu'elle reviendrait de façon si spectaculaire et dramatique sur le devant de la scène quelques mois plus tard. Il s'attache aujourd'hui à raconter ce patrimoine dans tous ses aspects, son histoire, ses opportunités, mais aussi ses dangers et ses limites. Car la connaissance reste l'outil premier et indispensable pour entamer la reconstruction et la réhabilitation de ce territoire extraordinairement riche qu'est celui du Médoc. Écoutons donc Jean-Claude et apprenons. Ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Daïr, je suis né au Porges, natif de Porges. Alors, dans les années 500 et quelques, il y avait un changement. Depuis le Sahara, il y a eu du sable qui est amené par la Garonne, mais un affluent de sable. Ouais. Et quand il s'est arrivé à la pointe, il y avait un contre-courant qui a ramené tout le sable le long de Parce que ces années-là, c'était pas comme ça. Tous les cours d'eau, par exemple ici, je sais pas, mais par exemple le lac de la Cano, il y avait un chenal ou un chenal qui s'en allait vers l'océan. Et tous les bateaux rentraient depuis l'océan. Voilà. C'est pour ça que nous, par exemple, le Porge là qu'on a traversé, il était à environ 2 kilomètres environ vue d'oiseau d'ici. Mais quand l'afflux de sable est arrivé, tous les habitants, alors ça on remonte dans les années, j'avais trouvé à peu près dans les années 1600. Alors tous les habitants sont partis à 4 kilomètres à l'est de l'océan.
Enfin, il y a eu plusieurs noms du porge. J'avais trouvé, il y avait 55 feux. Des D'accord. feux, c'était des familles. Ouais. Et ils étaient à côté des étangs, parce qu'ils pêchaient beaucoup et ils chassaient, tout ça. Parce que bon, il y avait pas, ils étaient pauvres. Ils mangeaient moins que nous. Ils étaient là dans la pauvreté 2000%. Ouais. C'est pour ça qu'ils s'en servaient des poissons des lacs, etc. Et le peu de gibier. Et après, c'est pour ça que les années 1600, ils se sont déplacés, les habitants. Ils ont construit un village à 4 kilomètres de l'est Et vous dites, donc il y a des encore des marais. traces, oui, on voit Ouais, encore des on traces voit, ou non, non, on il y a voit pas pas de grand-chose? traces. Ouais, il y a pas grand-chose. Je vois, c'est à peu près, mais bon, après, j'ai des vieilles cartes, des cartes GIGN, tout ça, qui m'expliquent, parce que là, on appelle, lui dit, l'église vieille. Le site, là. On appelle ça l'église vieille. Ça veut dire vieille église. D'accord. Donc, toujours, moi, je pensais, quand j'étais drôle, vous savez, quand on sait pas, hein, que l'église était là. Effectivement, c'est faux. C'est en gros, à 2 kilomètres, 3 kilomètres, en nord-nord-est de là. Alors, pourquoi les échasses? En 1171, ils s'en servaient dans le bois Poitou, dans le Saintonge, pour garder les moulons, les moutons. Et c'est descendu dans les années 1850, ou je m'en rappelle plus trop, dans les Landes. Ouais. Donc les bergers, qui s'appelaient autrefois des pasteurs, ils étaient, bon là on est dans un endroit de terre, on appelle ça le pays, ou la lande. Maintenant c'est le pays, maintenant c'était une lande. Donc c'était des grandes superficies, qui avaient aucun arbre. Et donc il y avait toujours des sous-bois, la fougère, la mouline, la ronce, la jonc, la bruyère, etc. Et ces pasteurs-là, ils étaient huchés, qu'on appelle ça, sur des échasses, pour garder les moutons et pour se déplacer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme il pleuvait, l'eau restait superficielle. Ouais, Donc, il y avait pas de drainage, voilà, de il n'y l'eau, avait pas de drainage, donc ils étaient... Bon, il n'y avait pas de l'eau tout le temps, hein. Donc ça servait de moyen de locomotion, et puis évidemment, il n'y avait pas de route. Il n'y avait que des chemins battus par des Bien sûr. attelages à bœufs, etc. Donc ils pouvaient se déplacer dans cette lande-là, plus ou moins humide, certes. Et donc voilà, ils faisaient packager les moutons dans cette lande-là. Alors pourquoi le pain maritime? Parce que bon, c'était origineux. Il faut savoir, il n'y a pas que le pain maritime. Le pain parasol, le pain franc, etc., etc. OK? Alors ces résineux-là, on appelle des conifères. Ça vient du mot, du fruit, de l'arbre, qu'on appelle ça un cône. Chez nous, on appelle ça la pigne ou la pomme de pin. OK? Normalement, c'est un cône. C'est là où il y a la graine, la nouvelle semence, génération. Elle s'ouvre au printemps, comme maintenant. Avant qu'elle s'ouvre, on récupère des pignes comme ça, et on les fait sécher pour récolter la graine. Donc la résine. Alors, la résine, c'est quoi? C'est ça. C'est le sang du pain maritime, hein. C'est bon, c'est la vieille résine. Alors, nous, on récolte la résine, et après, on la vend à la distillerie, qui elle, la distillerie, qui sortent deux produits. Le produit liquide, qui est l'essence térébenthine, et après, vous avez le produit solide, qu'on appelle la colophane. C'est le produit solide. Alors, c'est quoi? C'est ceci. Bon, c'est de la brisure. Voilà, c'est la résine sèche. Par contre, le produit solide, ça sort pas comme ça dans la distillerie. Ça passe à une température assez élevée, ça sort d'un genre de bouillabaisse. Ouais. Aujourd'hui, on ne récolte plus la résine en France. Dans les Landes, il y a c'est un industriel qui s'appelle DRT, qui emploie cette matière-là, qui elle va chercher la résine à l'étranger, qui vient la transformer dans les Landes. Donc, bon, ils emploient des ouvriers pas trop chers, la résine pas trop chère, etc. Voilà. Parce que bon, il y a une période, c'est tout pareil, une période
il y avait que ça. Chez nous, par exemple, au Porge, on va prendre le cas d'ici, et on vivait que de ça. Ouais. De famille. Bon, il y avait des gros propriétaires, certes, et la commune, elle était riche de superficie. Elle a plus de 4000 hectares d'un seul tenant d'une aire. Et donc, elle s'employait beaucoup de résiniers. Alors, quand j'ai commencé en 1965, avec mon papa, on était 75 familles. Parce qu'on travaillait en famille. Donc, bon, il y en avait beaucoup qui avaient arrêté. Déjà, ça fait du monde. Sur une combien la population À au Porge, l'époque, il y on est avait, combien, je sais pas, à peine 1000 habitants. 1000 habitants, ouais. Ouais, à peine 1000, enfin, à peu près, plus ou Ouais, moins. donc c'est la majorité, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. la majorité des habitants du Ouais, Porge. 1000 ou 111 habitants, un truc comme ça. Donc, le pain, on commence à le récolter à partir de 40 ans, 30 ans, 30 à 40 ans. OK? On appelle ça la sève résineuse et la résine. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que c'est pas au même endroit. C'est le même produit. Alors, j'explique, bouge pas. Ouais. J'ai une coupe. Une belle Do coupe. Donc voilà, mais très récent. Donc visuellement, vous avez l'écorce. Ça, c'est facile. Et évidemment, dessous, vous avez le bois, petit ou gros. OK, évidemment, dans le bois, il y a un cœur pour faire vivre l'arbre. Et entre ces 2 parties, vous avez une petite pellicule de peau qu'on appelle ça le libère. Qu'au printemps, on connaît tous le pollen, la fleur de pin. Ouais. Ça, tout le monde connaît. Et en fait, c'est une montée de sève qui monte dans cette petite peau-là, dans le libère-là, voilà, qui monte jusqu'aux aiguilles de pin, et la résine redescend à l'intérieur du bois. Et en même temps, visuellement, on voit, ça forme des couronnes de branches, et dans le bois, ça forme une veine circulaire. Et c'est là où la résine est stockée. C'est un circuit fermé. Tous les ans, ça crée une veine circulaire, des branches, etc., etc. Et la résine, elle est stockée dans ces veines-là. Alors, ce sont des petites cavités, comme les abeilles quand elles butinent le miel, bon, on le voit visuellement, là, on peut pas le voir. Mais c'est des petites cavités où la résine est stockée. Et bon, aujourd'hui, quand on voit sortir la résine à l'extérieur de l'arbre, quand on tombe par terre, sur la tente, sur la voiture, etc., c'est le trop-plein de la résine. Parce qu'on ne retire plus la résine, c'est le trop-plein. C'est OK. comme nous, hein, comme je fais comparaison un peu grossier pour faire que les gens comprennent. On a une quantité d'estomac pour recevoir les aliments, et ainsi on mange plus et on vomit. C'est logique. En fait, le système des arbres, c'est le même système que le corps humain. C'est le même système. Nous, on parle entre nous. On parle, on bavarde, on dit des bêtises. Les arbres, ils se communiquent entre eux. C'est comme les animaux. Les animaux, le chien, il aboie, il parle. De leur manière. On arrive à le comprendre. Le chat, il miaule, etc., etc. Ils parlent à leur manière. Nous, moi, je parle, j'ai eu parlé, je ne me cache pas, quand je travaillais avec mon père, je parlais avec l'arbre. Il me dit, avec qui tu parles? Ah ben, l'arbre. Lui, il me comprend. Mais moi, je comprends pas le retour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai trouvé des personnes qui arrivent, ils embrassent enfin, ils se mettent alentour de l'arbre, ils arrivent à communiquer avec l'arbre. Moi, j'ai essayé, mais bon. C'est pas donné à tout le monde. J'ai pas de fil. Alors, on revient pour le gémage. Gémage. Donc, voilà. Alors, on a un petit pot. Je sais pas où je l'ai mis, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai un petit pot que je vous ai fait voir qui est plein, celui-là il est vide. Mais ce pot, il a un prénom ou un nom, comme tout le monde. Et il s'appelle le pot Hugues. Pourquoi le pot Hugues? Parce que c'est monsieur Hugues Pierre de Bègle qui a posé son brevet de pot de résine pour commercialiser son produit. OK? Et bon, je suis archiviste dans cette commune-là au Porge, là, et j'ai trouvé écrit dans les années 1700, jusqu'à des années 1800, j'ai trouvé les premiers résiniers. Et comment ils faisaient? Ils faisaient un trou, là, l'endroit où les blessés l'arbre, là dans le sol,
qu'autrefois, qui ne parlait pas français. Il parlait patois, qui s'appelait un crotte. Alors, il faisait un trou là, dans le sol, hein, et il blessait, et il s'appelait ça un crotte, un petit crotte. Et donc, un petit crotte, ça veut dire petit trou, ok? Et après, il blessait, bon, je vais vous expliquer après. Et dans la pinède, il faisait un grand trou, qui s'appelait ça un grand crotte. Grand crotte, il y a une plage, je sais pas si vous connaissez, Oui. à Lège, Ouais. qui s'appelle le Grand Croc. Oui. Et ça vient du mot, le grand Ça vient crotte, de là, ouais. ça vient de là, grand trou. Et bon, évidemment, la résine, c'est liquide, et ça allait dans le sol. C'est logique. Mmh. Mais la première résine, il a mélangé avec ce qu'il trouvait par terre, il a mélangé pour calfeutrer le pourtour de la crotte, Ouais. pour essayer de t'enchiter un peu le crotte. Ouais. C'était plus ou moins bien. Moi, c'est efficace. Bah, et les pauvres gars, à l'époque, Ah, ils avaient rien. Hein. voilà, il fallait qu'ils se débrouillent dans leurs propres Ouais. moyens, hein. Ça, c'est la première technique Voilà, avant le pot. Avant voilà, le pot c'est Hugues. ça, avant le pot Hugues, voilà. Non, le pot Hugues Le pot Hugues est arrivé. est arrivé, voilà. Donc, on va le positionner contre l'arbre, qu'on appelle ça un cramponnage. Ouais. Donc, le cramponnage, c'est ces outils-là, bien spécifiques. Voilà. Ça, c'est les paires de tenailles, c'est commun, mais elles existaient. Et des lamelles de zinc. Pour commencer, chaque pain va pas donner sa quantité de résine. En gros, un pain qui donne bien donne à peine 10 litres par an. Schématiquement, sur 5, je schématique, hein, Ouais. sur 5, il y en a 2-3 qui donnent à peine 10 litres, il y en a qui donnent moyennement, et il y en a d'autres qui donnent pas du tout. Tu vas pas donner. C'est comme, je reviens faire une comparaison, c'est comme les êtres humains. Il y a des vaillants, des moyens et des feignants. Tout le monde rigole, ça fait sourire, c'est logique. Il y en a 3 qui bossent. Un qui bosse Voilà, moins et un qui fait la après, sieste. les arbres, c'est pareil. Les collègues, quand on travaille ensemble, on va savoir pourquoi il est feignant. Mais les arbres, on va pas savoir pourquoi. Et c'est du même terroir, du même âge, etc. Mmh. Plus ou moins gros, certes, Mmh. mais la grosseur, c'est rien. L'arbre, on ne sait pas. Lui, il sait. Mais c'est comme ça. On a un temps de gémage, en gros, entre 18 et 20 ans. Jusqu'à ce que l'arbre soit coupé par le propriétaire. Et le propriétaire, c'est une concession qu'il vous fait? Il y a le propriétaire, le gros sylviculteur, Ouais. qui a beaucoup d'hectares, qui emploie, bon, des fois, bon, il a fait la résine, il en a marre, il emploie des résiniers. Mmh. Ça, c'est le premier temps. Après, ici, vous avez la commune. Ouais. Comme là, comme je vous disais, c'est un gros propriétaire. Lui, il employait toujours pareil, des résiniers. Après, bon, il y avait l'État, le long de la côte, il y avait une bande, l'État a employé des résiniers à l'époque pour récolter la résine, etc. Donc nous, on travaillait spécialement pour la commune. D'accord. Alors nous, on était au litrage, tant le litre. OK. Parce qu'en fait, comment ça fonctionnait au niveau du paiement, il y avait une société, une banque, c'était une société, c'était la Sicasso, Ouais. qui gérait ça avec la distillerie et le propriétaire, au niveau du prix. Et ça suivait le cours du marché. Et ça faisait le yo-yo. Comme le pétrole. Voilà. Et puis nous, le résinier, on avait le reste. Ouais. Comme d'hab. Ouais. Alors, bon, après, ça dépendait de personnes. On avait un X pain, suivant la personne, qui vaillant ou pas vaillant. Il y en avait qui en avaient 3000, 5000. Nous, avec le père, on avait 14 000 pains. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Mais la maman, la mère, elle nous aidait à ramasser. Parce qu'en fait, quand le pot, il se remplit, on va le ramasser avec des outils bien spécifiques. Et après, ça s'en va on les met dans des barriques, dans des fous. Et après, ça s'en va à la distillerie. 14 000 pains, ça paraît énorme. Par arbre,
Du coup, vous passez combien de temps en moyenne, juste pour donner un ordre de grandeur, quand on fait tout ce travail-là? C'est quoi? On parle de 5 minutes Bon, par arbre ou de... oh non, mais c'est vite fait. Bon, dans la journée, on en faisait, je sais pas, moi je me rappelle pas, 1000 arbres. Ah oui, Oui, oui. il y en a qui en Oui, faisaient c'est rapide. 1500, 200, on faisait 1000 Non, non, arbres mais par vous jour. passez pas 1 heure, par arbre, Non, non, quoi. non, 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 c'est non. vraiment, Ouais, clac, ouais, 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 beh, je vais ouais, le faire, oui. on va regarder, Ouais, on va ouais, voir ouais, ça. pour faire du bon boulot. OK? Les premiers outils, c'était ceux-là. Ça, c'est les années 1700, au début. Ouais, Et après, qu'on appelle ça un hachot. C'est un genre de hache. Et en fait, c'est un taillant courbé qui coupait le reste de l'écorce et le bois. Il faisait des lamelles de bois. Qu'on appelle ça le galip. C'est un un peu morceau plus de bois, bois, même c'est de un bois, morceau ouais, de c'est en bois. dessous de l'écorce. Et en fait, voilà, il coupait les veines, de haut en bas, on voit bien les veines, Ouais, en V. ouais, ouais, on les voit bien. En fait, il coupait les veines et la résine, elle coulait. Elle coule quand il fait chaud. Oui, C'est sinon comme elle est nous, on figée. se fait une blessure, le Oui, sang, il coule. oui, s'il fait trop froid, ça fige et Ah ça... ben non, Ouais, ça coule ça coule pas. pas, ouais. Après les années 50, 56, on est passé à ce système-là. Ça n'a rien à voir avec ceci, avec les lapshots. On appelle ça, c'est américain, on appelle ça le gémage activé. Donc, vous voyez, ça change. Bon, il y a une poire. Et là-dedans, cette poire-là, il y avait de l'acide sulfurique. OK? Et là, bon, le tailleur, on appelle ça une rainette. Et là, cette rainette, on va plus couper le bois. On va juste Donc, on va enlever les... enlever, toujours pareil, sur une largeur bien respective, Ouais, parce qu'on avait un règlement intérieur que la commune, il fallait pas dépasser la, ouais, la, la largeur, etc., parce que c'était surveillé, et il fallait pas dépasser. Donc, avec ça, on enlevait le reste de l'écorce et le libère. Et après, on vaporisait l'acide, alors la moitié sur l'écorce et la moitié sur le bois vert. L'acide va brûler les veines en profondeur sur le bois vert et se le libère en hauteur. Et en fait, elle aspire la résine. Avec, toujours pareil, un élément de soleil. d'accord. La différence qu'il y a entre ça, c'est dangereux. L'acide, c'est dangereux. Certes. Mais nous, c'est pas ça qu'on regardait. Avec ces outils-là, ils passaient tous les 10 jours. Péniblement. Pas de souci. Et avec ça, on passait 15 jours. Ouais. Donc, Avec le double et le ou double de 2 fois, 3 production. fois de rendement. Il n'y a pas photo. Oui, il y a pas photo. Donc, évidemment, c'est dangereux. L'acide, c'est dangereux pour le résinier et puis pour la faune sauvage. Mmh. Parce que quand il pleut, l'eau va dans le pot, elle vient boire, puis avec un peu d'acide, il meurt. Mmh. Surtout les petits chats écureuils, les cigales, Ouais. etc. Et il faut... Je veux dire honnêtement, moi j'ai des collègues, ils sont morts de ça. Parce que plus ou moins, on inhale plus ou moins l'acide. On est d'accord? Mais qu'est-ce que Ouais, ça, en inhalant, ça va au et ben, poumon. ça brûle les poumons et c'est pas... Voilà. Ouais. Et moi j'ai des copains, ils sont morts de ça. Mmh. Malheureusement, faut le Ouais. dire, faut le dire. Et Mais c'est malheureux, ouais. on me dit, mais vous avez pas de gants, des masques, ouais, à l'époque. Alors, avec Non. cette rainette-là, on fait ça. On enlève le libère. Et après, on vaporise l'acide. Donc, la moitié sur le bois vert et la moitié sur Sur l'écorce, l'écorce. qui, elle, va brûler en profondeur et sous le libère en hauteur. Et D'accord. on aspire. La réaction chimique de l'acide se fait pendant 15 jours. Oui. On ne peut pas passer avant. Ouais. Parce que pourquoi? La plaie n'est pas guérie. On va repasser, mais ça ne sert à rien du tout. Donc c'est qu'au bout C'est de comme 15 nous, jours. on a un pansement Ouais, bien et sûr. on enlève le pansement et c'est pas guéri. Bien sûr. Ouais. Ça va s'infecter, etc. Parce que là, le pain, il va moins donner. Au contraire, il va souffrir. Je reviens au cramponnage. Donc, on commence toujours en bas. Logique. Hein? Donc, on laisse à peu près la hauteur du petit pot. Je frappe. J'enlève mon outil. Je viens chercher une lamelle de zinc. Comme c'est un métal bout, Mmh. il se déforme. Je le tapote. Je tourne mon outil. Je pèse mon zinc et il prend la forme de l'outil. Je reviens à la fente initiale.
le zinc, il reste. Comme je monte par an, tous les ans, en gros, 81 mètres par an. D'accord. OK? OK. Suivant le penchant de l'arbre, la résine va s'en aller de chaque côté. Pour éviter, je prends la gauche-droite, je viens la placer au devant, en biais. Pour faire un genre d'entonnoir. Ouais. Alors, c'est pareil. Je vais chercher une lame et le zinc, je nettoie s'il est droit, et comme j'ai rien, je vais le mettre manuellement. D'accord? L'année après, je prends la paire de tenaille, j'enlève ça, et je le monte, on a fini, par exemple ici, je viens mettre mon zinc ici, et etc. Et bon, on fait 3 angles, on s'arrête à la hauteur du bras. D'accord. Pour mettre le zinc. OK. Parce que les outils, on peut allonger les outils. Oui. Parce que le bas, on peut pas les allonger. Alors après, bon, on commence, logiquement, on commence à, la première chaleur, c'est en mai, juin. Bon, maintenant, c'est plus tôt. Et on commence à partir de mai, juin, jusqu'au mois de septembre, octobre. Période de chaleur. On fait ça. Et tous les mois, je reviens. Tous les mois, on avait une date butoir pour ramasser la résine. Ouais, collecter la résine. Pour récolter la résine. Donc, pourquoi une date butoir? Parce que la distillerie, elle, c'est une usine, elle vaut beaucoup de produits. Donc, elle achète la résine dans les communes environnantes de la distillerie. Pour gérer toutes ces communes-là, ils mettaient une date butoir à chaque commune. D'accord. C'est-à-dire que, à la fin de la date butoir, par exemple le 25, je prends une date, je m'en rappelle plus, ouais. Il fallait que tout, au 25, ouais. tous les résines du porge, toute la résine soit rentrée à la distillerie. Parce qu'elle, vous voyez, c'était des barriques en bois, après c'est barriques en fer, elles avaient un numéro et un numéro de litrage. Et on mettait l'étiquette autocollante, le nom du résinier. D'accord. Qu'à la distillerie, quand ils réceptionnaient la barrique, il fallait savoir à qui c'était. Logique. Et après, c'était eux qui, pour payer. Ouais. Et après, ils faisaient les totaux de Jean-Pierre Bernard, d'ailleurs Jean-Claude, etc. Ouais. Il y avait X litrage. Ouais. Et après, ils regardaient, ils ouvraient la trappe, la barrique, ouais. Ils ouvraient le couvercle, je cherchais le mot, et regardaient si la barrique était pleine. Et s'il n'y avait pas de l'eau. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des petits malins sur terre. Et ils mettaient de l'eau. Mais ça marche pas. Non, parce que donc cette barrique-là, elle était rebutée. Oui, parce que ça se mixe pas entre l'eau et non, l'eau, on fait pas l'essence thermantine. Donc cette barrique-là, elle était de côté, elle n'était pas comptée. Et après, il y avait un rapport au patron. Ouais. Et le patron appelait le résinier. Pourquoi il y avait de l'eau? Mais dans la vie, il y a toujours des petits malins. Toujours des gens qui mais il y a toujours des malins. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça qu'ils mettaient une date butoir à chaque résinier pour mettre. Et évidemment, nous on le savait. Ouais. Et il fallait prévoir en amont pour commencer à ramasser la résine. Parce que lui, le charretier, le menotier, c'est qui sortait les barriques, lui il était payé. Lui, il commençait toujours pareil, parce qu'il y avait 75 familles, on fait ça pas dans 5 jours. Ouais. Donc, il commençait parce que si, par exemple, nous, on avait 14 000 pains, on avait, je me rappelle plus, on avait peut-être 20 barriques ou 25 barriques ou 30 barriques, je me rappelle plus. Et il fallait sortir parce qu'en fait, il avait toujours une barrique vide et changé. Okay. Et une barrique, donc on a dit un arbre, c'est environ 10 litres quand ça produit normalement. Alors, combien il faut d'arbres après? Là, c'est un peu compliqué. Une barrique là comme ça, c'est combien? C'est 100 litres? Non, là, elles font 250 litres, cela. 250, ok. Ouais. Et les barriques, après les barriques qu'on a eu en fer, elles faisaient 240 litres. Et 240, d'accord, ouais. Après, combien d'arbres, combien de pots on pouvait, oui, on peut pas savoir. Impossible de savoir. Voilà, parce que bon, c'est suivant le pain, ce qu'ils donnent. Hein. Ouais. Et une barrique comme ça, donc ils vous la payaient combien à l'époque? Alors, à l'époque, c'était 1 franc 20. De mémoire, la barrique. 1 franc 20, 1 franc.
Donc, si on fait vite On le fera la calcul, bon, c'est pas, après, c'est pour ça que plus on en faisait, plus on en touchait. Ah bah, bien sûr. Ça, c'est logique. Oui, Hein. oui, c'est Celui qui avait, par exemple, 2500 pains ou 3000 pains, il faisait pas beaucoup de il barriques. en Hein. faisait pas beaucoup. Et j'ai connu une personne, il faisait une barrique par mois. La résine, elle, comme elle coule très lentement, l'anile va se cristalliser contre la canne. Bon, ça, ce que j'ai fait, on appelle ça une pique. Et l'ensemble, on appelle ça une carre. Et la résine, elle va se cristalliser sur la carre. Il y a le pot, là, et c'est à la fin du gemage. Et la résine, cette partie blanchâtre, elle est cristallisée. Ouais. Comme c'est de la résine sèche et commerciable. Mmh. Donc, à partir de septembre-octobre, suivant le temps, on va ramasser toute la résine molle de pot, peu ou beaucoup, et le pot on le met à côté du pain. Et après, pour gratter cette résine sèche, on prend ce petit outil, une toile, on appelle ça un barasquette. On vient, c'est une toile de jute, c'est un sac de jute, on l'ouvre en grand, on vient la mettre au pied du pain. Si bon, on met un bout de bois, etc. Et après, on va gratter cette résine sèche qui va tomber dans la toile. Comme c'est des plaques de résine sèche, de la poussière, etc. Et ça tombe dans la toile. On appelle ça du bara. Et une fois fini, quand on a un sac plein, on va vider la résine sèche dans la barrique. Une fois qu'on a fait tout, on va vider la résine molle. Et après, avec un bout de bois, on va mélanger les deux tout. Tu compris? Ouais. Voilà. Plus grande année, c'est une période après la Première Guerre. Avant que la Seconde Guerre déclare. Dans les années 20, alors là, il fallait beaucoup de produits. Donc, le prix, il avait augmenté. Et en même temps, il y avait les parkers. Moi, c'est un Arcachon. Ils avaient une maladie aux huîtres. Donc, ils ne pouvaient plus récolter des huîtres. Comme il y avait du bénéfice à faire la résine, ils sont venus faire résiner. Il fallait qu'ils se nourrissent, les gars. Pour 100 kilos, on sort à peine 20 kilos d'essence térébenthine et 70 kilos de colophane. Pourquoi il y a très peu d'essence térébenthine? Le produit liquide, elle s'évapore. Alors, aujourd'hui, il y a un ancien collègue, il est décédé, M. Corot, et lui, dans son idée, il voulait récolter davantage d'essence térébenthine, le produit liquide. Et comment? Bon, pourquoi, on le sait, mais comment? Il a attrapé une poche de congélation de sa femme, il a coupé une paroi. Ouais. Tac, tac, tac. Et il a graffé sur les 3/4 du haut. Et après, une fois qu'il a récolté de la résine comme ça, il a fait des échantillons, des essais chez lui. Ouais. Il m'a fait voir. Très joli. Avec beaucoup d'essence de térébenthine. Voilà, et la colophane était plus jolie. Ouais. Donc, de fil en aiguille, un jour, sa femme va chercher un cubi de vin, un carton, parce qu'il y a un robinet, il y a la poche, puis il tire, et il dit, tiens, si on faisait ça avec la poche Du cubi. du cubi, Ah bah oui. ce genre-là. Donc voilà, la poche existante du cubi. Donc il y a un orifice bien déjà prévu. Ouais. Il a fait faire un adaptateur pour aller à l'arbre, Ouais. pour maintenir l'arbre. Donc voilà, la comparaison des deux, il n'y a pas photo. Ok? Ah, bien sûr, ouais. On voit bien la différence. C'est ça, moi. Et donc voilà la poche en question, pas suspendue, avec la résine, tout ça. Et le collègue, lui, il faisait des essais à l'époque. Donc voilà la machine la cycloche, tout ça. Okay. Ouais. Voilà ce genre de machine. Et lui, il faisait des essais. Il avait mis de la résine dans un pot parfait en verre. Ouais. Et un jour, il travaillait en laboratoire à Bordeaux. Il a dit, vous m'analysez la poche en résine en plastique et mon pot de verre, de résine. Et ils ont trouvé la différence entre la poche et le pot en verre. Et le pot en verre. Et en fait, c'est logique parce que bon, la poche en plastique, on la coupe pour enlever la résine, on jette. Il y a des parois, les térébenthines, ça arrive à s'évaporer. Très peu, mais elle arrive. Puisque le pot en verre, c'est pour ça le pot en verre, c'est complètement voilà. Donc, ils se sont mis au pot en verre après.
D'accord. Donc voilà, bon, Maintenant, c'est pot en verre, voilà. parfaitement Et en hermétique, plus, c'est recyclable, ça revient, et cetera. et il y a pas de perte. Ils arrivent à un taux de 40 à 45% d'essence, D'accord. aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais bon, Alors qu'avant, bon, ça n'a rien à là, voir. on était sur Ah, 100, oui, on était à ouais. 17%. Voilà, à peine. Alors lui, le collègue, il a trouvé une pâte neutre, parce qu'il fallait quelque chose pour attirer la résine. Pour attirer, ouais. Lui, cette partie blanchâtre, c'était une pâte neutre qu'il mettait avant de mettre le machin. Avant de mettre ça et qui Voilà, remplace voilà, l'acide, voilà, et qui est pour, moins agressif voilà, pour les récolter récoltants. davantage. Pour récolter, ouais. Moi, je me suis résigné. C'est toujours pareil. J'ai monté une association en 1991, pour garder toujours la cœur de ça, comme je racontais ça mon histoire. Et j'ai associé le métier de résinier, parce que j'ai eu une asso de sous la loi 1901, etc. J'ai associé le métier de résinier parce que j'ai toujours l'amour de vendre ça. Enfin, vendre ça, c'est pas le vrai mot, hein. C'est l'amour de vendre ça à tout le monde. Moi, c'est Ouais. l'amour de donner ça. C'est tout. Chaque région a son patrimoine. Chez vous, vous allez dans le Nord, il y a un patrimoine différent que nous. Ça, c'est se transmettre, ça. Après, comme je dis, il faut aimer et puis il faut s'investir. Si on n'aime pas, c'est pas la peine. Ouais. Faut pas être plus pessimiste que le roi. Enfin, mais bon, après, un jour-là, bam, Ouais. ils se font étaler, quoi. Merci à Jean-Claude pour son témoignage et son implication dans la transmission de cet héritage médocain auprès des générations futures. Sachez que vous pouvez le contacter directement en passant par l'Office du tourisme du Porge et qu'il organise régulièrement des animations, des chasses ou de gémage. Et enfin, merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter le Slow Tour. N'oubliez pas de noter cet épisode s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle micro-aventure.